Bonjour et bienvenue sur les podcasts 3 fois plus puissantes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et merci beaucoup pour toutes vos écoutes. N'hésitez pas à liker nos podcasts, à commenter, à partager. On est super heureuse de partager tout ça avec vous et merci beaucoup pour votre soutien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'emprise, un sujet qui nous tenait à cœur toutes les trois, sur lequel on est super contente de travailler aujourd'hui. Alors l'emprise, en termes de définition, c'est la domination intellectuelle et morale d'une personne sur une autre, alors de manière très large parce que vous allez voir, on va justement beaucoup décortiquer ce thème. En plus c'est assez d'actualité, on entend beaucoup. C'est quelque chose qui revient très très souvent dans les relations à l'autre. Donc, qu'est-ce que l'emprise que quelqu'un peut avoir sur quelqu'un d'autre ? Nous, on va aussi parler de l'emprise que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Et enfin, on va finir par vous proposer des pistes pour vous libérer de l'emprise à la fois que l'autre pourrait avoir sur vous ou que vous pourriez avoir sur vous-même. Pour attaquer le sujet, écoutez, je vais donner la parole à qui veut attaquer, qui veut commencer à parler de l'emprise, sachant qu'on commence à parler de l'emprise que l'autre peut avoir sur soi. Ah oui, bah écoute, je vais me lancer. Sophie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sophie, toujours avec Ashley et Nina et je suis ravie de vous retrouver aussi. Merci pour votre fidélité et merci pour vos commentaires. Comme l'a dit Ashley, n'hésitez pas à laisser, à partager sur les plateformes d'écoute vos avis, etc. On avait vraiment hyper hâte de faire ce sujet parce qu'on est toutes les trois concernées d'une manière ou d'une autre et on s'est rendu compte en échangeant sur le sujet qu'en réalité on ne pouvait pas se cantonner à ce à quoi on cantonnait ce mot avant, voilà. On s'est rendu compte que l'emprise, elle était bien plus vaste que ce qu'on imaginait, bien plus vaste que nos expériences personnelles. Alors moi, j'en ai déjà parlé dans les différents podcasts qu'on a fait ensemble ou sur ma chaîne. J'ai été pendant longtemps dans une relation qu'on appelle une relation avec un pervers narcissique et en réalité, comme je l'ai déjà dévoilé dans d'autres épisodes, aujourd'hui, je n'utilise plus du tout ce terme parce que je ne mets plus d'étiquette sur les choses. On a eu la relation qu'on a eue avec mon ex-mari parce qu'on était tous les deux dans des personnages dans lesquels on a choisi, inconsciemment ou consciemment, de s'enfermer et je dirais que une partie de moi, et j'assume complètement de dire ça, même si encore une fois je sais que pour les gens qui ont des proches qui sont sous emprise, c'est très dur à entendre et je m'en excuse par avance parce que c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant, mais je crois que j'ai choisi cette emprise, j'ai choisi d'être sous emprise et j'ai choisi d'y rester pour me prouver à moi-même que les pensées que j'avais sur moi, donc ma propre emprise sur moi-même, était juste. En gros, je pensais que j'étais une mauvaise personne, je pensais que je méritais d'être punie, je pensais que je méritais d'être violentée, je pensais que je méritais d'être tout ça. Et quand on est dedans, et même quand on prend du recul et quand on se fait aider pour sortir de ça, on reste figé sur l'idée de l'autre est la mauvaise personne, je suis la victime. En réalité, on est déjà la victime de soi-même et tout part de l'emprise qu'on a sur nous. Et je pense que je pourrais et que j'ai moi-même de l'emprise sur différentes personnes autour de moi. Je pense surtout à mon rôle de maman, où là, je pense que je pourrais avoir un diplôme de l'emprise avec mon aîné tellement j'ai été exigeante et omniprésente et étouffante. Voilà, je le dis et je l'assume avec elle les premières années de sa vie parce que moi-même, j'étais exigeante, étouffante et ultra dirigiste avec moi parce que moi-même, j'ai été dirigée et contrôlée par ma propre mère qui elle-même, nanana, et je vais donner un exemple rapide pour introduire ce podcast. Je suis partie en vacances avec ma mère il n'y a pas longtemps, donc j'ai un amour inconditionnel pour ma maman. Et quand je parle de ça dans l'épisode, je ne parle pas en ayant un jugement de valeur sur ma mère. Je suis complètement détachée de ça. J'aime profondément ma mère et c'est grâce à elle que j'expérimente la vie sur Terre. Donc je suis en gratitude. Pour autant, je suis très consciente de ces mécanismes. Et je ne l'étais pas tant que ça avant cette semaine de vacances où j'ai justement appelé Ashley en rentrant et je lui ai dit « J'ai tout compris !» Durant cette semaine de vacances, j'ai eu des migraines, le dos bloqué, des insomnies, des nausées,
des moments où je me recroquevillais comme un fœtus dans mon lit, etc. Et j'ai compris qu'en fin de compte, c'est parce que j'avais laissé de nouveau à ma mère un pouvoir sur moi. Je me suis remise dans la peau d'une petite fille. Pourtant, j'ai essayé tous ces jours de mettre mes limites, mais elle m'a fait inconsciemment revivre ma propre enfance parce qu'elle était dans le contrôle. Elle est dans une énergie tellement masculine qu'on ne peut même plus parler d'énergie masculine. Pour ma mère, c'est au-dessus. S'il y a un niveau au-dessus, elle y est. Et tout devait être millimétré, dirigé, contrôlé. Et si j'allais à l'inverse d'elle, je me souviens de conversations qu'on a eues sur mes relations avec les hommes où elle me disait « c'est toi qui es bête, c'est toi qui es nulle, c'est toi qui fais pas bien les choses ». C'est lui qui a raison, toi tu as tort, des choses que j'ai entendues dans toutes les relations catastrophiques que j'ai eues dans ma vie et qu'elle m'a fait vivre durant cette semaine-là. Et si à des moments j'ai eu un petit peu de colère vis-à-vis d'elle en me disant waouh, elle me fait revivre ça, j'ai vite compris qu'en fin de compte je la laissais me faire revivre ça et à aucun moment je lui ai dit mais stop, on arrête cette conversation, je suis pas d'accord avec toi. En fait j'avais hâte qu'elle me valide ce que je pensais déjà de moi dans cette nouvelle relation que j'ai vécue, tu vois. Et je sais plus ce que je disais, je parle tellement vite et c'est tellement intéressant. Ah, et le moment où j'ai eu le plus de gratitude, c'est quand j'ai compris que la manière dont elle me parlait, en réalité, c'était la manière dont elle se parlait constamment à l'intérieur d'elle. Et j'ai eu envie de pleurer parce que je me suis dit que la plus malheureuse des deux, c'est pas moi en réalité. Parce que moi, aujourd'hui, je suis équipée. Je m'observe, je suis entourée de gens extraordinaires qui s'observent et qui, quand je pars dans mes trucs, me ramènent à mon centre si je ne suis pas capable de le faire. J'ai un détachement sur ce que je vis, un détachement sur ce que je pense qui me fait comprendre que je suis la somme de quelque chose et qu'à tout moment, je peux changer cette somme. Mais elle n'y accède plus. Elle n'y accédera peut-être sans doute jamais. Et elle est dans une prison mentale dans laquelle je me suis libérée. Et c'est donc là qu'on voit qu'en fin de compte, l'emprise que les autres ont sur nous, à n'importe quel moment, on peut en sortir, mais il ne faut pas oublier que s'ils ont une emprise sur nous, c'est qu'ils doivent avoir eux-mêmes une emprise sur eux. Et ça rejoint en réalité ce sur quoi on est en train d'échanger. Quelle emprise on a sur nous-mêmes. Oui, tout à fait. Et moi, Sophie, je t'écoutais avec passion parce que je me reconnais tellement dans tout ce que tu dis, dans la vie perso, dans la vie pro. Mais du côté perso, c'est vrai, aussi dans les relations avec ma mère, pour le coup, qui avait une emprise énorme, mais comme tu le dis si justement, à quel moment tu décides de lever le voile, à quel moment tu décides de te dire en fait je suis libre. Et tu vois, ça me rappelle un rêve, et je vous l'avais raconté déjà. On l'adore ce rêve qui m'est arrivé il y a quelques temps. Rêve pas facile, hein, âme sensible, protégez-vous. Donc dans ce rêve que j'ai fait il y a quelques temps, j'étais attachée à un meuble, il y avait ma sœur à côté de moi attachée aussi et plusieurs personnes que je connaissais pas, et on comprend qu'on s'est fait séquestrer par quelqu'un. Et je me rends compte quelques minutes après m'être comme réveillée et on se rend compte qu'on est séquestré, quoi. Je dis à ceux qui sont là et à ma sœur, ah mais en fait je suis pas vraiment attachée au meuble. Je me rends compte que mes menottes, en fait je peux m'enlever du meuble, je suis pas vraiment attachée. Et donc là je dis à ceux qui sont avec moi, donc les gens et ma sœur, je leur dis écoutez, on va mettre en place une stratégie. Le bandit, je ne sais pas comment l'appeler, celui séquestreur, le méchant. Voilà, le méchant, celui qui nous a séquestrés. Ce qu'on va faire, c'est que quand il arrive, et ben moi, vu que je suis détachée, je vais faire semblant de l'aider, je vais faire comme si j'étais de son côté, et comme ça, au dernier moment, quand il a bien pris ma confiance, et ben boum, je vous aide tous à vous libérer. Ah ouais, vas-y, on fait ça. Ok, le bandit arrive et je lui explique, oh voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait attachée, mais du coup je peux t'aider. Et lui me dit, bah pas de souci, justement tu vas m'aider, on va renforcer les liens de tout le monde. Alors je lui dis ok, et là il prend ma sœur, il dit on va commencer par elle, ok. Il me donne un fil. Et il me dit, bah voilà, tu vas l'attacher, tu vas bien serrer les nœuds, il me dit, tu fais des nœuds bien solides sur son dos, etc. Et je touche le fil et je me brûle. Mais c'est horrible, vraiment, dans le rêve, quoi, j'en fais des bonds en arrière tellement le fil est brûlant. Et je lui dis, mais c'est normal que le fil, il soit si chaud. Et il me dit, ah oui, c'est des liens spéciaux où le fil brûle la peau. Et là...
Mais là, c'est horrible parce que moi, je l'ai touché du bout du doigt et j'ai fait des bonds en arrière tellement c'était insupportable. Et là, je me dis, là, je dois faire des nœuds sur le dos de ma sœur. Donc là, j'imagine les brûlures que ça va lui créer, la douleur. C'est affreux, franchement, c'est affreux. Et là, dans ma tête, je me dis, je peux pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me barre en courant. Je me barre en courant. Et là, il y a comme une coupure. Je suis plus menottée. Je me regarde. Et à côté de moi, il y a ma sœur qui m'a suivie. Et là, je lui dis, mais comment t'as pu te libérer ? Et elle me dit, mais je crois qu'on n'était pas vraiment attachés. Et là, il y a eu ce truc, je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est venu, et je le dis dans mon rêve à ma sœur, c'est comme dans V pour Vendetta. V pour Vendetta, je vais vous spoiler la fin du film, du coup, si vous l'avez pas vu, mais c'est une femme qui, à la fin, est enfermée. On lui fait croire que si elle sort, elle va se faire tuer. Mais en fait, les gardes qui sont devant la prison, c'est des faux gardes. En fait, la porte de sa prison n'est même pas fermée à clé. Techniquement, elle peut sortir, elle est libre. En fait, elle se croit enfermée. Et là, ce rêve, il est venu me percuter de plein fouet vis-à-vis de mon histoire familiale, de me dire, mais depuis le début, j'étais libre. Alors certes, il y a l'histoire de je suis une petite fille dans une société qui peut pas vivre toute seule sans sa mère dehors, ok, on est bien d'accord, mais quand même, moi c'est venu me faire prendre conscience de la résilience et du travail que j'ai fait de ce côté-là, parce que je me suis dit, ok, là t'as pris conscience, peut-être qu'à l'avenir tu ne laisseras plus personne avoir cette emprise, parce que t'as pris conscience que, en fait, t'es libre. Et ce qui est drôle, c'est que dans le rêve, symboliquement, ma sœur s'est libérée après moi. Et c'est ce qui s'est passé dans notre vie aussi. J'ai levé le voile sur ma mère bien avant ma sœur. Et puis quand j'en ai parlé à Sophie et Ashley en leur disant « Waouh, j'ai fait un rêve de dingue sur l'emprise, tout ça ». Et Ashley, tu m'as justement dit « Mais en plus, ce qui est fou dans ton rêve, c'est que tu incarnes tous les sommets du triangle de Karpman. C'est vrai, je suis victime parce que je me suis fait séquestrer, et je passe à bourreau parce qu'on me demande de faire du mal à ma sœur, et je passe à sauveur parce que de base, si je fais tout ça, c'est parce que je veux sauver tout le monde. » Waouh, grosse prise de conscience. J'ai tellement de frissons que tu nous l'as déjà raconté. Hein. Nous, on le connaît, on le découvre pas, mais c'est fou. Il est énergétiquement, il est incroyable ce rêve parce que j'ai des frissons de la tête aux pieds. Je suis gelée. Alors, il fait un peu froid chez Ashley, mais c'est hors sujet. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment ton rêve. Il a vraiment. C'est vraiment pour moi. C'est une libération karmique. Hein, si on veut parler de choses un peu plus profondes, c'est évident. Il y a trop d'impact quand tu le racontes sur l'énergétique autour de nous. Ouais. Et puis il est super clair. Il est très clair, il est limpide. Effectivement, en fait, le rêveur, il incarne tous les personnages dans son rêve, puisque c'est lui qui les met en scène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'être les trois personnages du triangle de Karpman, et que justement, c'est une illusion de penser qu'on est systématiquement bloqué dans l'une des cases. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais, mais je m'en étais même pas rendu compte avant. Je prends l'habitude d'écrire mes rêves. Et quand je me suis réveillée, moi j'étais juste dans la douleur de mon Dieu, c'est horrible ce qui s'est passé. Et c'est quand je l'ai écrit, j'ai fait tout est venu d'un coup, c'était clair. Et puis quand je vous en ai parlé, là vous avez ressoulevé d'autres choses. Mais c'est vrai que seul, encore une fois, c'est en lien avec l'emprise, seul et sans aide et sans écrire mon rêve, j'aurais pas pris conscience de tout ça. Ouais. Et encore une fois, c'est en lien avec l'emprise parce qu'une part de l'emprise et une part qui fait qu'on reste sous emprise, c'est qu'on n'a pas forcément conscience. Et une jument avec qui j'ai communiqué hier qui m'a transmis cette phrase, la liberté est une question de volonté mentale. Waouh. Je la trouve assez en lien avec ça. C'est marrant qu'elle te dise ça à la veille de notre podcast quand même. On est d'accord. Surtout que j'ai choisi de communiquer avec elle, que j'avais plusieurs communications pour ce même foyer, et j'ai choisi de communiquer avec elle hier, plutôt qu'avec un Zéro autre. hasard. Voilà. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis, du coup j'en profite pour prendre le bâton de parole. C'est qu'en plus moi aussi je travaille énormément sur cette notion de liberté qui m'est très très chère. Et pour le coup sur une autre dynamique, donc ça me permet aussi, là on a bien exploré l'emprise que l'autre peut avoir sur soi. Moi pour mon cas, j'ai eu beaucoup plus de mal à me libérer de ma propre emprise sur moi. Donc à la fois celle de la voix de l'autre, la voix des autres en fait. Ashley veut plaire à tout le monde depuis toute petite. Et au-delà de ça, du coup, de la voix des autres qui résonne en moi et que je me suis appropriée. Et ça... Je pense que ça peut vraiment vous parler à tous parce qu'on en est tous concernés. On a l'impression qu'une petite voix intérieure, c'est nous, la petite voix qui parle en vous. Et moi, sur les premières séances, quand je travaille ça, aussi sur la formation que j'ai mis en ligne sur les croyances limitantes, je l'évoque et je sais que ça pose souci souvent. Ils se dit, mais la petite voix intérieure, en fait, c'est pas toi. Ah bon ? Mais c'est qui ? Parce que moi, j'ai l'habitude de me parler par ce biais de cette voix. Ouais, mais est-ce que tu as déjà pris conscience de ce que tu te dis à toi ? Ça vient d'où ? Et en fait, ce qu'on se dit au niveau du mental,
ça vient de nos souvenirs, de notre éducation, de notre langage, de notre culture. On se parle avec une langue, hein. Et quelqu'un qui se parle avec une autre langue, c'est aussi un tout autre point de vue sur la vie, c'est super intéressant. En fait, on est la somme de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc notre petite voix intérieure, elle a été aussi façonnée par la voix de nos parents, par la voix de leurs grands-parents, par la voix de notre culture, de la religion, de un tas de choses dont on n'a absolument pas conscience. Donc on s'approprie tout ça, et on se dit, tout ce petit lot, c'est moi. Et malheureusement, du coup, ce moi, il est extrêmement jugeant. Il n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on ressent, avec notre cœur. Et ça peut créer un tiraillement intérieur qui est très douloureux. Et on se dit à ce moment-là, mais je suis une mauvaise personne. Bah oui, par exemple, petit exemple choisi, votre cœur, d'un coup, il pulse pour une autre personne que votre conjoint. Ah Oups. Oh là 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 là, je suis horrible. Mais ça peut arriver à un homme comme ça peut arriver à une femme. Alors, le but n'est pas toujours de faire du mal à l'autre. Le truc, c'est que parfois, on a la sensation, on a le cœur, on a le corps qui vibre, et ça ne vibre pas en adéquation avec ce que notre mental voudrait qu'on vive. Et là, on commence à se dire, aïe 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 aïe, non. Et là, on veut étouffer, on se sent coupable, on se dit, c'est qui ce monstre intérieur que j'ai en moi, là, je suis une noirceur pas possible. En fait, je suis le diable incarné, quoi, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et c'est pour ça que moi, ça me tient énormément à cœur dans l'accompagnement de ce mot de liberté que tu vas choisir par rapport à ta propre voix intérieure, qui en fait ne t'appartient pas tant que ça, et avec laquelle tu viens t'associer, mais qui n'est pas toi. Et en fait, souvent on me dit, mais c'est qui alors le vrai moi ? Comment tu sais qui tu es, pourquoi tu es fait, ce que tu viens faire sur cette terre ? Eh bien, tu le sais parce que tu vas te rapprocher de ton ressenti, plutôt que de ton mental. Et ça, c'est pas un exercice facile. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas avec nos parents, on n'est pas habitué à ça. Et ça, on va le redécouvrir quand on commence à se retourner vers soi. Quand justement on commence à se dire, attends, pourquoi je suis autant bousculée par la voix des autres ? Ou de une personne, ou de deux personnes, ou de ce que tout le monde pense de moi ? Comment je fais pour me libérer de tout ce qu'on dit de moi et de tout ce que je crois de moi qui est négatif, quoi ? Ou de moi, ou même de ce que doit être une personne bien, parce qu'après tout, ce moi, c'est juste la personne qu'on a décidé de créer jusqu'à maintenant. Et donc, comment on fait pour se libérer de tout ça ? C'est la question qu'on va se poser toutes les trois, parce que maintenant qu'on a fait le tour, et effectivement, du coup, vraiment, je remets l'accent sur ça. Oui, c'est une forme d'emprise qu'on a sur soi-même, évidemment, que de laisser de l'importance à ce que l'autre pense de soi, que de se laisser juger, et que de se laisser, évidemment, définir en termes de valeurs, par la société, par l'autre, etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit être un méchant et faire n'importe quoi, etc. En fait, on a un propre système intérieur auquel il faut faire confiance. On a un système, on a un pendule qui est très équilibré, beaucoup plus équilibré que le mental. D'ailleurs, tous ceux qui souffrent de la blessure d'injustice veulent absolument être justes dans tout ce qu'ils font, et c'est souvent les plus injustes, parce que à force de pas vouloir être injuste, soit on l'est avec soi, soit on l'est avec l'autre, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et donc l'idée, c'est vraiment au contraire de se référer à notre capacité à ressentir, et à notre capacité à être en pleine conscience de tout ce qui se joue à l'intérieur, pour éclaircir tout ce qui se passe dedans, et être juste avant tout pour soi. Et donc quand on est juste pour soi, on l'est aussi pour l'autre. Et juste, je voulais rajouter un truc, c'est que l'emprise, elle est aussi au niveau de la drogue, de l'alcool, de toutes les addictions. Il y a aussi des substances qui ont de l'emprise sur nous. C'est encore une fois un choix qu'on fait à un moment donné, de se laisser dominer par une addiction. Parce que ce qu'on ressent quand on est en train de le faire est beaucoup plus agréable que quand on n'est pas en train de le faire. Et c'est pour ça que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont sous emprise, qui le sont aussi avec des addictions extérieures, l'alcoolisme, etc., la drogue, de manière générale, ça peut être en lien. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là, sachez que c'est une personne qui est fortement en souffrance et qui a vraiment un besoin de reconnecter avec sa confiance intérieure qui est immense. Et donc on est agacé par ces gens qui sont sous emprise. C'est vrai que ça peut créer quelque chose, mais pourquoi t'écoutes ? Pourquoi tu souffres encore de ça ? Pourquoi t'es dans cette situation ? Mais c'est des personnes qui sont dans un état intérieur qui est très souffrant. Et les gens qui tiennent ce genre de discours, pourquoi ils sont sous l'emprise de leur propre jugement, tu vois bien ce sûr. Que je veux dire ? Parce qu'en fait, on est toujours sous l'emprise de quelque chose, parce que quand tu juges quelqu'un chez quelque chose, c'est que toi-même, tu le juges à l'intérieur de toi, donc tu as une emprise sur toi.
Et tu sais, moi j'ai mis longtemps à comprendre que, je parle rarement de mes pratiques thérapeutiques quand on fait des podcasts, j'en viens souvent à des exemples personnels, mais voilà, c'est comme ça, c'est que ça doit être fait comme ça. Mais moi j'ai eu l'alcool, j'ai eu les drogues dures, j'ai eu la sexualité, en fait dès lors que j'ai quitté mon foyer dans lequel j'ai grandi avec des parents vampirisants, parce que eux-mêmes avaient eu des parents vampirisants, voilà, moi je ne place plus personne en coupable et en victime, on est le résultat de quelque chose, soit on l'accepte et on continue de s'enfermer dans ce schéma, soit on le reconnaît et on avance vers autre chose. Mais il n'y a pas de coupable. Pour moi, mes parents ne sont pas coupables de quelque chose. Ils ont été là comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient comme moyen. Et en vous écoutant parler et en t'écoutant parler, j'avais jamais fait le lien qu'en réalité, en quittant mon emprise, je suis toujours allée me mettre sous d'autres emprises. Là, en ce moment, c'est les dettes, puisque j'accumule des dettes dans ma société et dans ma vie privée, et que voilà, j'en parle. Et tu sais, sur le podcast qu'on a fait sur la culpabilité, on avait bien mis le doigt dessus. Ah, j'ai l'impression que j'ai une dette. Ben oui. Donc, à chaque fois, je me mets sous l'emprise de quelque chose. D'un homme, de la drogue, de la nourriture, de l'alcool, des sorties. Et là, maintenant, seulement à 38 ans, bientôt 39, je commence à observer tout ça et à me dire je ne veux plus de ça, et je prends des décisions qui me font extrêmement peur, comme réemprunter encore plus d'argent, comme arrêter d'être dépendante affective des hommes, comme putain c'est incroyable en fait, plus j'en parle, structurer mon alimentation, comme ralentir les soirées, tout ça, et je me rends compte qu'en fait je suis en train de sortir de l'emprise, et ça m'a pris 39 piges. Ah, c'est assez incroyable, mais en fait, une fois que tu te places en observateur, tu vois les choses de manière tellement différente, c'est assez incroyable. Alors, mais tu mettras sur pause, mais je regarde le temps, parce que j'ai une obsession sur le temps depuis notre dernier podcast, 22h06. T'as assez parlé, toi, t'as fait 7 minutes? Je sais pas. On a fait 7. Donc je regarde... Voilà, là je suis toujours en train de parler, du coup j'ai oublié ça. Non, je pense que j'ai pas fait 7 minutes, mais c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire et... Ouais. Bah, c'est-à-dire que là je peine à dire autre chose parce que je trouve qu'on a déjà fait tellement vite moi le tour. j'ai pas mal de choses à dire encore. Vas-y, Nina, prends la parole. Et si je reprends ce que tu dis aussi, je trouve que parfois effectivement c'est pas facile de s'en rendre compte seul, d'où aussi l'intérêt de thérapeute et de notre travail. Mais j'ai encore quelque chose à dire à ce propos du choix de thérapeute. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un va nous pointer du doigt certains signes, certaines choses qui font qu'effectivement on peut être sous emprise, ça nous aide. Moi, par exemple, j'ai fait un échange de services avec une énergéticienne finlandaise qui m'a fait prendre conscience combien, effectivement, dans ma pratique de com animal, je suis obligée d'être dans le cœur, je suis obligée d'être dans le ressenti physique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais elle m'a dit, mais pourquoi ce que tu fais dans la com animal, tu l'appliques pas à ta vie quotidienne? Ou même dans la gestion de ton entreprise. Elle m'a dit, là, comment tu prends tes décisions? Je dis, je réfléchis, quoi. Elle m'a dit, non. Pourquoi tu passes par ton mental? Ton mental, comme tu disais, Ashley, c'est les voix de la société, de tes parents, de tes trucs. Il est très bon en tant que base de données et en tant que... pour faire des tâches, mais il est pas bon pour prendre des décisions. Et là, j'étais là, mais ouais. Du coup, maintenant, dès que j'ai une décision à faire, un tarif à fixer dans mon entreprise, une chose à mettre en place, je canalise. Comme. Je me pose, je respire, je laisse aller. Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai mon mental qui va prendre le relais pour mettre en place ces choses-là. Mais cette histoire de contrôle lâcher-prise, je trouve qu'elle est en lien avec l'emprise de soi sur soi-même. À partir de quel moment tu laisses le cœur s'exprimer? À partir de quel moment tu laisses le mental? Est-ce que finalement, si tu laisses pas ton mental être tout le temps là, t'es pas dans une prison que tu te construis toi-même, faite de croyances limitantes, de ce que la société dit? Ouais, après c'est pas facile d'en sortir. On avait une conversation intéressante tout à l'heure sur les poils. Attention, je vais être très vindicative. Mais on se disait, en tant que femme dans cette société, les poils sont pas très bien vus. Ça évolue depuis quelques années, mais on va pas se mentir, c'est pas encore très bien vu. Et on se le disait nous-mêmes, on en est à un point où ça nous a comme modelé mentalement. On trouve ça plus joli d'avoir des jambes épilées. On va même jusqu'à se dire, c'est plus propre. Comme si ça touchait à la santé, à l'hygiène. On s'est dit, c'est fou comme cette société nous a vraiment matrixés dans nos points de vue, y compris sur notre apparence physique, jusqu'à enlever... Enfin, je veux dire, on est quand même à côté de la nature. Une femme, à partir du moment où elle a passé la puberté, elle a des poils.
Et en fait, on se dit que la société a réussi à nous mettre dans la tête quelque chose qui est plus normal que la nature elle-même. Alors qu'est-ce qui est plus normal que la nature ? Enfin, c'est quand même assez bizarre, mais ça montre jusqu'à quel point l'emprise qu'on peut avoir sur soi-même est assez forte. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit entre normal et naturel. Parce que je fais toujours la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est normal. Ce qui est normal n'est pas toujours naturel. La normalité, c'est ce que la norme a pris pour être justement ce qu'on fait de plus, on va dire. Et ce qui est naturel, c'est en fait tout ce qui de toute manière intervient quoi qu'il arrive. Donc effectivement, c'est naturel d'avoir des poils, c'est pas normal. Parce que la norme, la masse veut qu'aujourd'hui, la masse des femmes soit épilée, sinon elle est mal vue. Et comme on n'a pas envie d'avoir honte et d'être moqué, eh bien on va les enlever. Voilà. Et effectivement, on va s'approprier l'idée que c'est plus joli. Mais ça, c'est parce qu'on a eu l'habitude de voir des jolies femmes qu'on a identifiées comme jolies, etc. Donc encore une fois, tout est une question de normes. Et c'est pour ça que moi, je le mets très en avant parce que quand on reconnecte avec son ressenti, on reconnecte aussi avec son empathie et avec sa capacité de jugement qui n'a plus rien à voir avec le jugemental, justement, hein, en anglais d'ailleurs, ça c'est beaucoup jugemental. C'est vrai. Ouais. et non pas le vrai juge naturel qu'on a en soi, parce que à vrai dire, si on était 100% dans le cœur et dans l'empathie, on mettrait pas on se dirait pas oh non, j'ai un peu de gras, du coup je suis laide. On se dirait pas, en fait on mettrait pas de jugement de valeur et d'esthétique sur notre corps. Et aujourd'hui, moi j'entends encore ouais, mais quelqu'un qui est trop gros, c'est parce qu'elle se prend pas en main, parce qu'elle fait pas ceci, elle fait pas cela. Non, mais en fait elle l'est parce que justement elle veut dégager cette image-là, parce que justement elle a honte de sa sensualité. Et en fin de compte, quand tu reprends tout ça et que tu te dis mais waouh, quand tu reconnectes avec ta vraie capacité d'empathie et de compassion, ton juge il est plus du tout le même. Oui. Et ce que tu vois, c'est juste un humain naturel qui mérite l'amour, qui mérite de s'aimer là, maintenant, à l'heure actuelle. Et ensuite, le corps va se façonner par rapport à l'amour et à la liberté que tu vibres, que tu incarnes en fait. Et c'est là qu'il y a une énorme différence pour moi entre vraiment suivre le mental, cette emprise voilà, du regard de l'autre, etc., de qu'est-ce qu'on va penser de moi, et notamment là je pense à tous ceux qui souffrent de la blessure d'humiliation. Voilà, désolée, mais pour moi ils sont complètement dans cette souffrance parce qu'ils ne s'autorisent pas à jouer de leur sens et de leur sensualité complètement, parce qu'ils en ont honte. Du coup ils vont générer un physique qui va les renforcer dans le fait qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes parce qu'ils se comportent pas comme la société le voudrait. Pour moi, si on était dans de la totale acceptation de la jouissance du sens, etc., il y aurait pas d'obésité, quoi, quasiment, hein, tu vois. Si on était vraiment connectés avec nous, avec notre ressenti, on mangerait correctement, on n'aurait pas honte de soi, on n'aurait pas honte de son corps, on n'aurait pas honte de ressentir, enfin... Le problème, c'est que parfois c'est tellement inconscient, la petite voix du mental est tellement pesante, présente et forte, que finalement, lorsque, par exemple, toi avec tes cartes Sophie, toi avec ton travail avec les cheveux Ashley, ou moi en communication animale, quand on va soulever la justesse dans l'énergie, on va pas parler au mental, nous, avec nos pratiques. On parle à ce qui est juste, on parle au cœur. Et quand on va soulever ça, parfois les gens, ils sont tellement tiraillés, ils sont tellement en discordance entre le mental et le cœur, qu'on va leur dire ces choses-là, et ça va être vraiment compliqué pour eux d'y accéder, parce qu'ils sont tellement déconnectés que parfois ça prend du temps. Donc là aussi, c'est notre rôle de pas tomber dans le côté sauveur, voilà, hein, mais j'ai vu plein d'animaux déclencher des maladies pour mettre en évidence l'emprise. L'emprise, par exemple, là, je raconte souvent ce cas, je le raconte en conférence, de ce monsieur dont le chien a développé un cancer, parce que le vrai cancer de sa vie, d'après son chien, c'était sa femme, qui était quelqu'un de très violent. Après, là aussi, il faut rester à sa place en tant que thérapeute, c'est-à-dire que... on parle de l'emprise en tant que personne, en tant par exemple nous que consultants. Là, j'en profite, là, je veux parler de l'école de Comme Animal dans laquelle je suis formatrice. On a lancé un nouveau module sur les dérives. Les dérives à la fois en tant que consultant, c'est-à-dire que dans le milieu de l'énergétique, on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui font des abus de pouvoir, qui sont dans la manipulation, parfois dans les sectes, ça arrive. Donc faire attention aux thérapeutes que vous choisissez. Fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à ce pendule intérieur qu'on détaillait tout à l'heure. Est-ce que ce thérapeute-là vous semble bon pour vous ? Est-ce qu'il est juste ? Est-ce que vos critères du cœur par rapport à la justesse de ce dont vous avez besoin, est-ce que ce thérapeute correspond ou pas ? Voyez. Mais ça marche pour nous aussi, en tant que thérapeute, quand on va consulter d'autres personnes. Est-ce que cette personne, elle est juste pour moi ou pas ? C'est pas toujours le cas. Mais aussi, on a créé ce module en tant que praticien.
en tant que praticien, jusqu'où j'ai de l'emprise sur les personnes, jusqu'où je ne tombe pas dans la manipulation, dans l'abus de pouvoir. Là, j'ai eu le cas, j'ai eu l'impression d'être testée par l'univers, parce que pour moi, ça fait partie de mon éthique, de rester à ma place, de ne pas tomber dans de la manipulation. Mais j'ai eu l'impression d'être testée avec cette femme dont le chien transmettait des soucis avec son conjoint et de l'emprise. Et la dame me demande, qu'est-ce que je fais du coup ? Est-ce que je quitte mon mari ? Et là, bon, je lui ai répondu, c'est pas mon rôle. Moi, je ne vous transmets que ce que votre chien ressent. Les décisions de vie, ce sont les vôtres. Faites avec votre cœur. Enfin, tout ce qu'on dit là, quoi. Mais je me dis, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait voulu avoir du pouvoir pour X raisons sur cette femme, mais il aurait pu en faire un pantin. Et là, pour je me la suis sauver, dit... parfois c'est aussi le syndrome du sauveur. Tu sais, il faut faire attention dans nos pratiques thérapeutiques. On a envie de sauver les gens. On a envie la limite est très fine entre permettre aux gens de s'élever sur leur propre chemin et vouloir les sauver. Et il y a dans chaque thérapeute un syndrome du sauveur caché. Donc soit tu décides de le nourrir et tu deviens à avoir des comportements comme ceux que tu viens d'écrire, soit tu reviens à ton centre et tu décides. Ça, je l'ai tout le temps aussi dans les cartes, c'est pareil. Je vois des gens qui sont sous l'emprise de leurs parents, qui sont sous l'emprise de leurs conjoints, qui sont sous l'emprise de leur travail, de leurs pensées, de tout ça. Mais tu peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire. En fait, on doit aiguiller, mais on ne doit pas décider pour. C'est important. Et ça, c'est valable dans tout. Dans les relations, quand on parle de nos conjoints, moi, j'en ai pas, ça va être vite réglé, mais j'en ai souvent. C'est pour faire une blague, c'est pas du tout bien. Quand on échange à ce sujet-là, de manière plus sérieuse, on a envie de voir les gens qu'on aime. C'est valable pour nos enfants, mais j'aime bien parler toujours de la relation de couple, moi. On a envie de voir l'autre aller dans la direction où on sait qu'il sera le plus heureux, où on sait qu'il est le mieux, où on sait que ça lui fera du bien parce qu'on voit son potentiel. Mais en réalité, son chemin de vie, il lui appartient et on n'a aucun pouvoir sur l'autre. Dès lors qu'on veut posséder, diriger, contrôler l'autre, on devient une personne qui a de l'emprise sur... le réel amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est le détachement total, c'est la chose la plus compliquée et en même temps la plus belle à accéder quand on est incarné en tant qu'humain. Mais c'est un travail quotidien de se dire, mais c'est pareil, si je regarde des fois Ashley, je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, avec toutes les capacités que t'as, tu devrais faire ci, tu devrais... Mais je suis qui, moi, en fait? Je vais déjà m'occuper de ma vie, de ce que je dois faire. Parce que parfois, quand on aime, on se rend pas compte qu'on peut vite devenir cette personne qui va contrôler parce qu'on pense vouloir le meilleur pour l'autre, mais en réalité, c'est à l'autre de savoir ce qui est bon ou non pour lui. Mais c'est incroyable. J'avais jamais vraiment vu ce lien entre syndrome de sauveur et emprise, en fait. Bah bien sûr. En fait, mais même la victime. Enfin, pour moi, les trois ont vraiment un... On peut être sous emprise et avoir les trois... Être dans les trois types de personnes, de personnages. Moi, j'avais envie de parler un peu de rapport aux chevaux, comme tu as lancé sur l'animal, parce que je trouve ça super intéressant, puis c'est quand même un peu mon domaine de prédilection aussi. C'est hyper intéressant le milieu du cheval, parce que je pense qu'on a encore des grosses prises de conscience à effectuer à ce niveau-là. Et quand on est avec un cheval, on est fortement tenté de le forcer à suivre nos indications, pour son bien. Pour son bien. Mais il le sait pas, lui, que c'est pour son bien. Pour ton bien, ce serait bien que tu sautes tous les obstacles dans la carrière. Pour ton bien, ce serait bien que tu sortes tout seul en balade. Pour ton bien, ce serait bien que tu acceptes ceci, cela, la selle, mon poids, que tu galopes, que tu trottes, que tu fasses ce que je te dis, en fait. Hein. Et puis surtout, que tu ne remettes rien en question. Voilà, ça, ce serait parfait. Non, mais c'est vrai que la relation au cheval, en fait, on va mesurer, et c'est ça qui est super intéressant, et moi c'est pour ça que j'œuvre aussi, c'est à faire reconnaître que la relation n'a rien à voir avec le résultat obtenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ce qu'il veut de son cheval, c'est pas quelqu'un qui est dans une relation de connexion et de bien-être et d'amour avec son cheval. Non, c'est quelqu'un qui a très bien éduqué son cheval. Et là, moi je veux vraiment faire la différence et la distinction, c'est-à-dire que la connexion, on ne peut pas la mesurer au niveau d'éducation d'un cheval. Et ça, c'est hyper important parce que... Non, mais vraiment... J'ai envie d'applaudir. Mais oui. Parce que la connexion, elle est dans le ressenti. Elle est dans ce que vous ressentez avec votre cheval et elle n'est pas mesurable dans les moments où il y a du conditionnement. Conditionné. Voilà. Conditionnement. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment... Et là, je parle aussi du renforcement positif, etc. Toute méthode d'éducation, mais que j'utilise aussi, attention. Hein. Mais du coup, je fais vraiment la distinction dans ma relation avec eux, entre les moments dans lesquels c'est moi qui demande des choses et qui ai envie d'obtenir, les moments où c'est eux qui me demandent des choses,
franchement, entre nous, combien d'entre vous laissez vraiment la place à votre cheval pour vous demander des choses? Eh ben si, en fait, ils sont capables de vous demander des choses, mais il faut leur laisser le temps de le faire, laisser l'occasion de le faire. Une relation, c'est dans les deux sens. Et combien de fois, et justement, et la dernière étape, c'est vraiment ces moments où, eh bien, on est dans la connexion, mais où on ne se demande pas des choses mutuellement pour obtenir un résultat. Et ça, c'est hyper important parce que c'est tout un aspect de la relation animal-humain qu'on oublie souvent. C'est plus simple avec le chien. Parfois, on est là, on rentre, on fait un câlin au chien, on joue avec le chat, mais avec le cheval, non. Avec le cheval, tout est strict, tout est carré parce qu'il y a la sécurité. Et en fait, on est tellement animé par la peur, quoi qu'il arrive, attention, je veux vraiment le dire, toutes les relations de domination sont toujours fondées sur la peur. C'est l'émotion de la peur, l'énergie de la peur qui est derrière. Et pour moi, donc du coup on glisse sur comment s'en libérer, mais vraiment l'idée c'est de retrouver son pouvoir intérieur. C'est-à-dire que réaliser que, en fait c'est une illusion d'imaginer qu'on a un pouvoir sur l'extérieur, et je pense que dans le cheval, on a vraiment cette sensation que du coup on voit notre pouvoir sur l'autre à l'œuvre, hein, c'est vraiment regarde comme j'ai du pouvoir, mon animal il me suit, il fait ce que je lui demande, et même aujourd'hui c'est encore plus l'apothéose parce que l'idéal absolu c'est regarde il est en liberté et il fait tout ce que je lui demande alors même que je le contrains pas, et en fait ça c'est un truc c'est genre ouais c'est comme un peu le summum pour moi tu vois, ouais c'est vrai, alors que l'idéal absolu c'est regarde finalement comme on est bien ensemble. Regarde comme on est bien ensemble, et en fait on a un pouvoir à l'intérieur de nous pour faire en sorte que notre cheval il ait envie de faire ce qu'on veut. C'est possible, moi je le crois, puis je l'ai vu, il y a cette américaine dont je parle tout le temps, Elsa Sinclair, qui a réussi vraiment en un an à clairement créer un lien solide avec un cheval sans jamais utiliser aucune méthode d'éducation. Donc c'est possible, elle est très peu connue comme par hasard, hein, parce que ça demande beaucoup plus de temps, énormément de temps dans le troupeau, ça demande de s'intégrer complètement à la vie des chevaux et à entrer dans une dynamique qui n'est plus du tout celle de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Mais c'est passionnant, c'est un voyage que j'ai vraiment envie d'entreprendre parce que c'est un voyage intérieur sur lequel tu te dis ok, je ne m'autorise pas à avoir du pouvoir sur l'autre. Donc comment je fais pour l'intéresser sans venir exercer aucune contrainte dessus? Eh bien, je retrouve mon pouvoir intérieur, quoi. Toute ma capacité à créer. On a une capacité à créer notre réalité. On a parlé sur l'effet miroir, on en parle tout le temps sur la physique dans le cadre de la physique quantique. En fait, si notre réalité extérieure reflète notre réalité intérieure, alors on a un pouvoir sur la réalité. Putain, ça me fait on peut mettre sur pause là, mais moi c'est chaud là. Et en fait, avec les chevaux, c'est un défi constant de se dire mais comment, on en parlait du coup tout à l'heure avec Nina, comment en fait parce que même nous, hein, on est dedans tout le temps en fait, dans cet aller-retour entre mais qu'est-ce qui est de l'ordre de j'impose aussi pour ma sécurité, pour que ça se passe bien, et parce que j'ai trop envie de partir en balade à dos de mon cheval, etc. Donc quelle est en fait la limite, la nuance, comment on peut être à la fois dans le lâcher-prise et en même temps pas se faire complètement envahir, en même temps garder un minimum contrôle de la situation. En fait, tout ça est toujours une histoire pour moi, d'alignement intérieur à chaque instant. Et ce que j'aime faire comme exercice, et ça va peut-être vous aider, c'est déjà une piste pour sortir de l'emprise, peut-être que vous allez pouvoir le mettre en œuvre dans un autre contexte, mais moi ce que j'adore faire avec les chevaux, c'est un truc sur lequel on me taxe toujours d'anthropomorphisme, mais l'idée c'est ok, admettons que toi quelqu'un veut absolument que tu fasses ça, qu'est-ce qui ferait que t'accepterais? Qu'est-ce qui ferait que t'accepterais? Je sais pas, admettons t'as hyper peur de ça, comment toi t'aurais plus peur en fait? Qu'est-ce que tu ferais pour plus avoir peur? Qu'est-ce que t'aimerais que quelqu'un fasse pour t'aider à plus avoir peur? Et moi j'adore me mettre dans cette position là parce que la réponse est uniquement celle de l'humain, et la réponse que vous allez avoir c'est celle avec laquelle vous êtes aligné, tout simplement. Et c'est ça qui est hyper important. Ça veut dire que toutes les autres, vous n'êtes pas alignés avec. Donc tout ce qui va consister à utiliser une contrainte extérieure, parce qu'en général, il y a très peu de gens qui me disent moi ce que je voudrais c'est qu'on me mette un gros coup de pied au cul, qu'on me force, qu'on m'attache, qu'on me tape et que j'y aille quand même, quoi. Je voudrais qu'on me crie dessus un bon coup, hein, et puis qu'on me dise que je suis complètement débile, que j'ai qu'à juste faire confiance à cette personne, d'accord? Donc non, en fait en général on va se dire bah non, moi je veux déjà qu'on m'écoute, je veux qu'on prenne le temps, je veux être sûre qu'il n'y a aucun danger pour moi, je veux vraiment qu'on soit doux, quoi. Ok, bah donc tu sais quoi?
la solution avec laquelle tu es aligné, c'est celle-ci. Et donc tu peux être cette personne-là pour ton cheval aussi. Pourquoi est-ce que parce que c'est un cheval et qu'il fonctionne pas comme toi, lui devrait être forcé et pas toi? En fait, on s'en fiche finalement de comment lui il fonctionne. Si ça fonctionne pour toi et que tu es aligné comme ça, tu auras déjà beaucoup plus de chances que ça fonctionne avec lui aussi, à vrai dire. On est dans le dialogue. Voilà. C'était important pour moi de terminer sur le cheval. Je voulais quand même caser ça. Parce que, et attention, l'idée c'est pas de culpabiliser, encore une fois. C'est hyper important parce que tout de suite ça nous impacte. Et parce que en fait, le thème de la culpabilité, je le travaille tout le temps, notamment à travers mon programme Libération. Dont vous avez toutes les infos en ligne. On m'appelle tout le temps pour des problèmes de culpabilité. C'est évidemment, on la porte tous avec les chevaux. C'est hyper compliqué. Et moi, ce que j'aime, c'est ce travail d'alignement. Ok, à chaque fois, pose-toi la question. Toi, comment t'aurais envie de passer cette étape? T'es sûr que t'es aligné. C'est tout. Et par contre, tout ce qui est passé, c'est passé. Poum, pardon, total. Et quand tu réagis et qu'après coup, tu te dis oh, peut-être que j'aurais pu réagir autrement, ok, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on accepte la culpabilité de venir à l'intérieur de nous, sinon on repart sur notre propre emprise. Alors non, hein. C'est vrai. Ouais, intéressant. Moi, ça m'a scotché, hein, tout ce que tu viens de dire. Et puis, je suis obligée de faire le parallèle avec tout ce que je vis avec mes chevaux en ce moment, depuis des années. Et le fait que je suis complètement en train de me détacher des chevaux parce que je réalise, en t'écoutant, que à travers ma relation avec ma jument, j'ai toujours voulu prouver quelque chose. Et t'as donné un exemple assez hallucinant et violent pour moi. T'as dit, est-ce qu'on a tous envie de se faire accompagner et aider en se faisant prendre un coup de pied au cul, en se faisant insulter, en se faisant maltraiter. Et avant de te rencontrer, j'étais plutôt dans cette énergie-là avec mes chevaux. Hein. C'était enrainement à gogo, c'était violence physique, voilà, hein, ce qu'on peut voir. Faut pas se mentir, dans l'équitation classique, même si ça s'améliore, on a quand même été tous éduqués dans notre génération à une équitation classique assez violente. Hein. Il faut arrêter de faire l'autruche ou de ne pas vouloir voir l'évidence. Et plus on a travaillé ensemble, plus je suis allée vers des choses naturelles, l'éthologie, le travail en liberté. Mais pour autant, je voulais toujours prouver que je pouvais avoir un contrôle sur ma jument. Et bien, c'est quand même un parallèle incroyable avec moi-même et la manière dont je me suis traitée et dont je me traite encore et dont je me libère aujourd'hui en prenant le choix de me détacher totalement dans un grand amour de ma jument et en revenant qu'à moi. Mais le parallèle est incroyable. J'ai traité ma jument comme je me suis traitée jusqu'à présent. Quel incroyable exemple, développement tu viens de donner, Ashley, vraiment. Je veux bien parler de mon cheval aussi parce qu'on est quand même toutes les trois cavalières et je pense qu'on a toutes les trois ces prises de conscience là, et assez récentes pour moi aussi, alors que je fais de la com animale, mais c'est la com animale qui m'a aidée parce que pendant 10 ans, j'ai débourré des poulains avec des méthodes très douces, éthologiques, exactement comme tu décris, où en fait tu te dis ouais, mais je suis mieux en fait, parce que moi il souffre pas quand je fais ça. Et puis j'ai eu mon poulain, et lui, il n'y a rien qui marchait. Ça faisait 10 ans, hein, j'en ai vu passer des poulains. Et lui, toute ma boîte à outils que j'avais construite, il n'y a rien qui n'allait. Il ne faisait pas comme tout le monde. Non mais vraiment, hein, mon cheval, beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, quoi? Il n'est pas éduqué. Mais je fais que ça à l'éduquer. Et en fait, en communication, il m'a bien transmis son point de vue. Et là, j'ai fait, waouh, je suis à côté de la plaque. Et à partir du moment où j'ai fait les choses à sa manière, et plus à ma manière, enfin, à la manière à laquelle on m'avait éduquée dans les clubs, etc., et ben là, je me suis rendu compte que je construisais une relation. Et là, tout va bien. Et encore une fois, je l'ai dit dans un autre podcast, mon cheval, son nom complet, c'est Calcatraz. Est-ce qu'il ne m'aide pas à sortir de ma propre prison mentale par son comportement? Je pense fortement. C'est quand même assez particulier de se dire qu'on a fonctionné des années comme ça. Et au bout d'un moment, tu lâches prise, t'écoutes, t'es dans la relation. Il m'a aidé aussi à développer la com animale parce que sans ça, j'en serais pas au point où j'en suis aujourd'hui dans la relation. Ça nous lie toutes les trois aussi, le cheval. Bien sûr. Mais ça me fait penser à Just, j'ai envie de conclure là-dessus aussi. Moi aussi, j'ai un de mes chevaux, Just Star, que j'ai débourré. Ça n'a pas été évident du tout parce qu'il a été contre tout, alors que moi aussi, c'était mon métier de manière intensive pendant beaucoup d'années. Et il m'a posé énormément de problèmes. Il m'en pose encore, on va dire, dans la relation, parce que j'ai des soucis pour le départ au galop. Mon cheval ne veut pas galoper. et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais en fait, tu veux quoi? Tu veux le vendre? Pourquoi tu fais ça? Enfin, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, moi, ce que j'aime, c'est... J'aime bien en fait qu'on ait une discussion. Enfin, pour moi, le problème en lui-même,
Ce qui me passionne, c'est d'essayer de trouver la raison, comment je vais débloquer ça, comment je vais lui faire comprendre, viens, on galope. Et donc, je suis là à essayer d'imaginer plein de trucs. Il me pousse à essayer de comprendre, en fait, comment il fonctionne. Et c'est ça qui est passionnant. C'est pas parce que j'y arrive pas... Enfin, pour moi, j'ai plus rien à prouver. Je suis comme toi. En fait, je sens aujourd'hui que je suis à un stade où j'ai plus du tout envie de rien prouver dans ce que mes chevaux sont capables de faire, parce que ma relation, j'ai compris qu'elle était dans notre cœur et qu'elle était à chaque instant dans toutes nos interactions. Et donc, j'ai plus du tout envie d'avoir un résultat spécifique. Ce que j'aime, c'est justement, ok, comment je peux faire pour qu'on se comprenne? Comment je peux faire pour que tu aies envie de galoper avec moi sur ton dos? Parce que, elle est là la problématique, enfin, notre discussion actuelle. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est ça. J'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de passer dans des méthodes dans lesquelles je vais être horrible avec lui. Je suis quand même consciente que parfois il faut peut-être être plus ferme, plus machin, plus ceci. Oui, pourquoi pas. Peut-être que dans ma manière de demander, il n'y a pas assez d'affirmation. Mais quand même, mon instinct me dit que non. Quand un cheval comprend que départ au galop égale galop, s'il dit non, c'est que c'est non, quoi. Ouais. Donc, ok, comment je peux faire pour que pour lui ce soit agréable? Comment je peux faire pour qu'il se dise waouh, ouais, si en fait, génial. Alors, je peux tout de suite vous dire que la récompense alimentaire et tout, il en est déjà blindé. C'est pas ça. Ma réponse, elle se trouve pas là. Mais j'adore ce défi. C'est ça qui est passionnant. Et tu reviens au cœur. Et moi, il y a un truc qui m'a percuté avec mon cheval. Il m'a enseigné ça, justement. Il m'a dit, mais en fait, est-ce que tu te rends compte que tu m'aimes pas d'un amour inconditionnel? Et je dis, comment ça? En fait, tu m'aimes sous condition. Tu m'aimes si je fais ton exercice. Tu m'aimes si j'arrive à faire ci, à faire ça. Et là, waouh, je me suis pris une claque. Et je me suis dit, mais non, Cal, je t'aime quand je suis avec toi. Elle me dit, non, tu aimes quand on est dans le faire, pas qu'on est dans l'être. Ouais, c'est exactement ce que je disais pour les couples tout à l'heure. En fait, tu vois, tout est lié. C'est vraiment ça, quand t'attends de l'autre, qu'il soit... c'est que tu l'aimes d'un amour conditionné. Tu l'aimes pas d'un amour inconditionnel à partir du moment où tu te dis, j'aimerais ceci ou cela pour lui. Non, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Et pareil pour nous, pour nous-mêmes. Ouais. Pareil pour nous-mêmes. Quelle conclusion. Oh oui, bien sûr. Mais elle est incroyable cette conclusion. C'est grandiose. Bah ouais, bien sûr. Grandiose, grandi. Ouais, mais exactement. J'avais marqué sur mon petit calepin là pendant qu'on écrivait être soi, mais effectivement c'est être soi. Être soi, c'est vraiment sur le coup on se dit mais c'est une montagne à franchir être soi et s'aimer inconditionnellement. Non, c'est pas une montagne à franchir, c'est un choix conscient à chaque instant, chaque seconde. Ouais. C'est une trop belle conclusion. Je pense que moi, j'ai rien à ajouter. On arrête là-dessus. Ouais, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. N'hésitez pas, encore une fois, j'adore le dire, à liker, à partager, à parler de nous, à laisser des commentaires sur les réseaux. On reçoit vos nombreux MP et vos nombreux messages, mais c'est toujours... et d'ailleurs, on vous en remercie pour ça. Mais voilà, c'est toujours agréable de se sentir soutenu et vu, et on compte sur vous. Merci beaucoup.